L'économie, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Bah oui, ça parle de millions, de milliards, des fois c'est des dollars, des fois c'est des euros, on sait jamais qui croire. Donc on s'est dit qu'on allait faire une nouvelle émission pour essayer d'y voir plus clair, comprendre qui dit de la merde et qui dit moins de la merde. Alors, moi c'est Gilles, vous m'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne Eureka, et je suis avec Marino de la chaîne Stupid Economics. On a décidé d'appeler notre émission L'argent magique, qui comme chacun sait, non, alors moi je sais plus, c'est magique ou pas l'argent? Et bien justement, c'est le sujet de ce premier épisode. C'est quoi au juste l'argent magique? Est-ce que ça existe vraiment? Qui serait en mesure de l'utiliser? Et pourquoi cette magie est la plus grosse hypocrisie économique de ces dernières années? Réduire les dépenses, c'est renoncer à l'argent magique. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé à 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Je vous le dis ici avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas d'argent magique. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en politique, la formule est reprise, l'argent ne serait pas magique. C'est ce qu'il dit par exemple à cette infirmière du CHU de Rouen en 2018 qui déplore les manques de moyens de l'hôpital public. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et l'expression est reprise par ses ministres pour indiquer que leurs décisions sont les seules possibles. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Et même encore récemment, lors de la campagne des législatives surprises de 2024, ce rappel à la réalité, sous-entendu opposé à la magie, au fantasme, a été utilisé plusieurs fois par le camp présidentiel pour nous rappeler ce qu'il était possible de faire ou non. On peut toujours promettre qu'on va raser gratis, on peut toujours promettre que le salaire moyen sera 2 000 € pour tout le monde. Et je le dis avec beaucoup de gravité à tous les électeurs de centre-gauche, à tous les sociodémocrates qui savent qu'il y a une économie, qui savent tout simplement qu'il y a une réalité économique. Il y a donc d'un côté les magiciens, des gens pour qui l'argent apparaît de nulle part et qu'il serait possible de dépenser sans compter, sans conséquences et sans avoir peur d'en manquer. Et de l'autre, il y a les gens sérieux, ceux qui sauraient comment fonctionne l'argent, des gens emplis de bon sens. Ah, le bon sens, ça c'est un terme que prononce Macron quelques secondes avant, dans la discussion avec l'infirmière de Rouen. Mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Le bon sens, c'est que la magie n'existe pas. Depuis les avancées de la science et le recul de la religion, elle n'existe plus que dans les livres, les films ou des mouvements marginaux. Cette expression est importante parce qu'elle est beaucoup utilisée. L'idée est même devenue un des moments emblématiques du débat présidentiel de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils seront contents de la C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Car ils cherchent Arrêtez ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Mais la vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid. Pour discréditer Marine Le Pen, Emmanuel Macron invoque le nom d'un magicien que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. C'est de cette manière qu'il défend les dépenses et la dette Covid. Là encore, il s'agit de dénoncer l'absence de bon sens et de bonne science de l'adversaire. Pas de colle. Pas de colle. Mais alors comment faites-vous? Vous savez, monsieur Majax, il y a un truc. Et c'est à vous de le trouver. Vous comme moi savez que ce billet, merci, est réel. Il a une existence tangible. Il se transforme en nourriture, en essence, en service. Ce billet n'est pas magique, son fonctionnement est simple. On sait ce qu'il permet puisqu'on l'utilise tous les jours. Et c'est pour ça que la formule est forte. Parce qu'elle s'appuie sur une réalité ancrée en nous. Nous sommes tous liés au montant inscrit sur notre compte bancaire, nos rêves, nos loisirs, notre santé, notre espérance de vie. Alors nous savons ce qu'est l'argent. Soit on en a, soit on n'en a pas. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc l'argent sur votre compte en banque n'est pas magique. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Certains ont pu remarquer qu'il y a eu, ces dernières années, ce qui s'apparente à de sacrés tours de magie. Pendant le Covid, la crise énergétique ou la guerre en Ukraine, tout d'un coup, des milliards sont apparus, comme par... comme par magie. Et si c'était vrai? Alors attention, on n'est pas en train de vous dire que c'est de la magie avec des elfes, des sortilèges, on est des gens sérieux ici. C'est que notre monde de progrès n'est pas sans mystère. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, écrivait l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, Arthur C. Clarke. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Avec les banques commerciales, centrales, les subprimes, les assurances-vie, les fonds souverains, les caisses de retraite, les hedge funds, les agences de notation, la technologie de l'argent s'est complexifiée. Et chacun de ces éléments interagissent pour créer des phénomènes qui peuvent nous sembler magiques.
Et même pour les économistes formés sur ces questions, il est impossible d'avoir une compréhension parfaite du système monétaire et les débats pour tenter de le comprendre sont encore nombreux. En tant que technologie avancée, l'argent est magique. Des personnes ayant dédié leur vie à l'étude de l'économie font des déclarations dans ce sens. Maurice Allais, premier prix Nobel d'économie français, avait évoqué la présence d'une forme de magie afin de la dénoncer. Et Karl Marx aussi, il conclut un chapitre à propos des moyens d'échange par « de là, la magie de l'argent ». Alors pourquoi est-ce que le macronisme aime répéter à tout bout de champ que l'argent n'est pas magique ? À quoi ça sert ? Et si elle existe, où se situe exactement la magie de l'argent ? Tout ce qu'on peut faire, on peut se le payer. C'est un économiste qui a dit ça en 1942 et pas n'importe lequel, John Maynard Keynes. Si vous n'avez pas la ref, Keynes, c'est un économiste anglais du début du XXe siècle qui a proposé une manière différente de réfléchir aux crises économiques en disant « Arrêtez de vous emmerder avec les contraintes financières, ce qui compte, ce sont les vraies richesses, ce que les gens produisent dans les champs, les usines, les bureaux. » Si on a les ressources logistiques, physiques, si on a les matériaux, les bras pour faire quelque chose, alors la question financière ne devrait même pas se poser. C'est ça le sens profond de l'argent magique. Les contraintes financières s'effacent derrière la volonté politique. C'est la guerre, peu importe combien ça coûte, on y va. Il faut sauver les banques, leur effondrement poserait trop de problèmes, alors on les sauve. Il faut confiner les gens chez eux et les payer à ne rien faire pour sauver des vies et éviter que l'économie s'arrête. Quoi qu'il en coûte, là aussi. C'est pour ça que l'argent est magique. Les contraintes financières semblent pouvoir s'effacer. Mais en même temps, vous savez bien comment votre tonton réac là va réagir si vous lui parlez d'argent magique. Ben voyons, l'argent magique. Puis quoi encore ? L'argent c'est pas comme les pommes, hein. Ça pousse pas sur les arbres. C'est du bon sens ça. Alors là, normalement, vous avez immédiatement envie de... T'en mettre une. Ouais, mais ça c'est l'utilisation du ben voyons. Donc ça irrite. Eh ben voyons. Mais la différence entre les pommes et l'argent, c'est que la monnaie est une ressource illimitée. Même pas besoin d'un arbre pour pousser. Sa création ne dépend que de nous. Et c'est ce que rappelle le président de la Banque Centrale Européenne en 2016. I'm wondering, can the ECB ever run out of money? Well, technically no. We cannot run out of money. Alors attention, ça veut pas dire que c'est pas sans conséquence de créer ou de détruire de l'argent. Même quand c'est magique, il y a toujours des règles, des limites. Mais en attendant, il faut retenir que 1. S'il faut des ressources pour produire des richesses, l'argent est la seule ressource non rare de l'économie. 2. La richesse, c'est ce qui pousse dans les champs, ce qui sort des usines ou des bureaux. Ce sont les soins délivrés, les connaissances acquises et transmises. Et 3. Ce qu'on peut faire, on peut se le payer. C'est-à-dire que la contrainte financière est la dernière des contraintes, celle qui devrait être la plus facile à lever. Mais forcément, plutôt que de débattre en toute intelligence sur l'utilisation de milliards sur tel ou tel programme, ce qui peut prendre du temps, on va utiliser une solution de facilité, en disant de manière un peu condescendante qu'il n'y a juste pas les sous. C'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Ok, ce graphique montre l'évolution de la quantité d'argent en zone euro. Si ça monte presque tout le temps, c'est parce qu'une économie capitaliste, ça ne fonctionne correctement que s'il y a du nouvel argent qui rentre régulièrement dans le système. Cet argent, qui apparaît par magie, existe bel et bien. Mais ça ne nous dit pas à quoi sert cet argent magique qui se crée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste une quantité fixe d'argent ? Ok, et là il faut un schéma. Les gens bossent dans des entreprises. Les entreprises proposent des produits à la vente, les richesses. Et c'est parce que ces richesses sont achetées que les entreprises font du chiffre d'affaires, ce qui permet de payer les salariés et les actionnaires. Donc les dépenses des consommateurs et des investisseurs engendrent les revenus des travailleurs et des actionnaires. Dit autrement, les dépenses des uns font les revenus des autres. Et c'est la somme des richesses achetées sur une année qui forme le PIB. Donc les dépenses font les revenus, qui font l'épargne, qui permettent de nouvelles dépenses. Mais si on veut plus de richesses produites et achetées chaque année, c'est-à-dire plus de croissance du PIB, il faut forcément plus d'argent. Et c'est qui rajoute de l'argent dans le système tous les ans ? Les banques privées, BNP Paribas, Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, Banque Populaire, etc. Ouais, parce que vous pensiez peut-être que les banques prêtaient l'argent de l'épargne, votre argent. On a une dette, c'est bien de l'argent, c'est pas de l'argent magique. Si on la rembourse pas, il y a bien des perdants. On a pris de l'argent à quelqu'un, enfin... Eh ben non. À chaque fois que n'importe qui demande un crédit à une banque, que ce soit vous avec votre crédit immobilier, le boulanger du coin pour refaire sa devanture, ou même l'État français pour financer son déficit, la banque fabrique du nouvel argent. Cette création monétaire, cet argent sorti de nulle part, vient essentiellement des crédits accordés par les banques privées. Plus il y a de prêts, plus on ajoute de l'argent dans la machine économique. Cet argent ne pousse donc pas sur les arbres, c'est bien plus simple que ça, il est créé comme par magie
par la signature d'un banquier sur un contrat de prêt. Alors attention, avec notre schéma là, on a l'impression que seules les entreprises privées fabriquent des richesses du PIB, mais c'est faux. Les services publics, eux aussi, participent au PIB avec leurs richesses d'éducation, de soins, de ramassage d'ordures, de sécurité, de justice, etc. Et ces services, pour qu'ils soient accessibles à tous sans condition de revenus, sont financés soit par l'impôt, soit par le déficit public. C'est-à-dire en partie par l'argent magique. Parce qu'un déficit, c'est quoi ? C'est financer des dépenses par autre chose que des recettes, par de la dette. Alors, il y a la dette qui vient de l'argent qui existe déjà, celui que vous empruntez à votre voisin, ça c'est de l'argent pas magique. Puis il y a la dette qui vient des banques, ça c'est de l'argent magique. Mais de la dette pour financer un déficit, c'est un truc courant et normal. Les entreprises font ça quand elles investissent. Vous faites ça quand vous achetez un appart ou une voiture à crédit. Vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Pour les entreprises et les particuliers, on parle d'investissement. C'est plutôt connoté positivement, l'investissement, la croissance, tout ça. Pour l'État, on parle de déficit. Là, c'est carrément négatif. Mais comptablement, c'est la même chose. Et c'est pour ça que ce que dit Macron n'est pas complètement vrai. Soit c'est vous qui payez, sous-entendu plus d'impôts, soit ce sont vos enfants, parce qu'on s'endette, sous-entendu plus d'impôts pour eux quand faudra rembourser. Sauf qu'en fait, une bonne dette, elle se rembourse grâce au développement économique. Parce que investir dans les hôpitaux, l'école, la justice, la police peut permettre à la population de mieux vivre, de mieux travailler et donc de générer plus de PIB. Si c'est le cas, il ne sera pas nécessaire d'augmenter les impôts de nos enfants. L'investissement se remboursera tout seul par le développement économique. Plus de PIB, c'est plus d'argent taxable et donc plus de richesse. Et c'est l'inverse qui risquerait de se produire si on laissait nos services publics périr en n'osant plus investir dedans. Là, nos enfants pourraient en souffrir. Si les services publics devenaient privés, 1, ils nous coûteraient sûrement plus cher, et 2, tout le monde n'y aurait plus accès. Bon, et puis aussi, on pourrait se demander si c'est bien justifié de rembourser de l'argent fabriqué par la magie des banques. Après tout, rembourser votre voisin, ok, mais rembourser une planche à billets, pourquoi est-ce qu'on s'impose ça ? Et puis, un investissement qui génère pas de PIB, c'est pas forcément un mauvais investissement non plus. Préserver le climat, par exemple, ça ferait pas forcément plus de PIB. Parce que tu vois, quelque part, c'est une question de comptabilité, en fait. Alors c'est oui. Mais si tu veux, on se gardera ça pour une prochaine fois. Ok. Bref, tout ça montre que contrairement à ce qui est dit et répété, il y a bien de l'argent magique quand on emprunte à une banque et qu'il est même essentiel au capitalisme moderne. Il faut toujours plus d'argent pour acheter toujours plus de richesses. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Qui a le pouvoir d'utiliser cet argent magique ? Tous ceux à qui le banquier est susceptible de dire oui. Donc vous et moi, sûrement pour un crédit immobilier, mais aussi les entreprises. Plus elles sont grosses, plus l'accès à l'argent magique est important. Et évidemment, ce qui va nous intéresser ici, la puissance publique. Et oui, c'est les politiques qui ont la plus grosse des baguettes magiques, car ce sont eux qui décident des politiques publiques. Par exemple, où est-ce que l'on décide d'investir ? Comment est-ce que l'on régule les marchés financiers ? Ou bien, qui est-ce que l'on taxe et qui est-ce que l'on indemnise ? Tout ça, c'est ce qui va guider où va l'argent. Et comme on l'a dit, la dette, c'est un investissement. Décider de diriger l'argent quelque part, c'est prioriser les secteurs que l'on veut voir se développer. Mais c'est pas automatique, sinon ce serait trop facile. Et parfois, on a beau arroser un secteur d'argent, si on le fait mal, la magie va pas opérer. Dans une publication sortie en juillet, La situation et les perspectives des finances publiques, la Cour des comptes constate que le déficit public ne se résorbe pas et arrive à 5,5 points de PIB, un déficit jugé élevé et au-dessus des prévisions du gouvernement. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Là, Bruno Le Maire parle des dépenses pendant le Covid. Il dit que c'est les dépenses et la dette pendant la pandémie qui ont sauvé l'économie française. Et c'est vrai que les dépenses à ce moment-là ont permis de protéger les gens et les entreprises de la pauvreté lorsqu'on ne pouvait plus travailler. Mais par contre, c'est moins vrai que notre déficit vient de là. En tout cas, c'est pas vraiment l'analyse qu'en fait la Cour des comptes. Selon eux, l'augmentation du déficit en 2023 vient en grande partie des mesures de baisse d'impôts et de cotisations qui ont eu lieu depuis le début de la présidence Macron, donc avant même le Covid-19. Forcément, si les dépenses ne bougent pas, mais qu'on diminue les impôts et les cotisations, forcément le déficit se creuse. La période 2018-2023 a été marquée par d'importantes baisses d'impôts, dont l'impact est estimé à 62 milliards d'euros en 2023, soit 2,2 points de PIB. Si en 2022, on voyait pas encore totalement l'effet de cette politique sur les recettes des impôts et des cotisations, c'était surtout parce qu'il y a eu un rebond économique post-Covid.
Un PIB qui a fortement grossi, donc une base fiscale plus importante, donc plus de recettes. Mais en 2023, une fois que le rebond est passé, on voit que le déficit a été creusé par ces coupes de revenus. Finalement, le gouvernement de Macron a décidé d'utiliser la magie de l'argent, c'est-à-dire le déficit, non pas en dépensant plus, mais en renonçant à des rentrées d'argent. Et la justification derrière ces baisses de prélèvements obligatoires, c'est bien sûr de rendre la France plus attractive, créer plus d'emplois, nous réindustrialiser. Sauf qu'en fait, ça marche pas très bien. Les milliards dédiés aux entreprises ne suffisent pas à inverser cette tendance de désindustrialisation qui touche la France depuis plusieurs décennies. On est passé d'environ 4 millions de salariés dans l'industrie en 91 à un peu plus de 2,5 millions en 2021, soit 34% en moins. Et l'industrie ne représente plus qu'environ 10% du PIB contre 20% dans les années 80. Certes, les chiffres du chômage ont diminué, mais ça ne s'est pas accompagné d'une réduction de la pauvreté, ni d'une réduction des inégalités. Au contraire. L'argent magique a servi à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises. C'est une perte d'argent sans magie, ça. Par exemple, de nombreux rapports montrent que la fin de l'impôt sur la fortune et la flat tax sur le revenu du capital, en gros la flat tax c'est le fait de moins taxer les dividendes des plus riches, ces deux mesures ont simplement eu pour effet d'augmenter la distribution de dividendes sans signe d'augmentation de l'investissement. Ah mais je connais ça, plus d'argent pour les plus riches, c'est la théorie du ruissellement. Ouais. Mais en fait, c'est même pas une théorie, c'est un mythe. En pratique, on n'a pas de preuve que ça marche, pas plus en France qu'ailleurs. Et pourtant, Macron s'entête. Toujours selon la Cour des comptes, dans leur rapport de 2022, compte tenu de la situation des finances publiques, toute action ayant pour effet de réduire ou supprimer certains impôts ne devrait être envisagée qu'à la condition d'en accroître d'autres ou d'être équilibrée par un effort supplémentaire en dépenses. Et oui, puisque le déficit augmente, que la politique de Macron c'est de refuser d'augmenter le moindre impôt et qu'il n'y a pas d'argent magique, alors la solution de bon sens est il faut réduire les dépenses. Et c'est ça qui justifie les réformes de l'assurance chômage, de l'assurance retraite, ou des réflexions sur le fait d'amoindrir certaines couvertures santé. Et malgré tout, c'est toujours pas suffisant, puisque le déficit continue de se creuser et qu'on voit pas de signe d'amélioration. Parce que, à force de dire pendant des années qu'il y a eu des dépenses d'urgence qui ont été faites pendant le Covid, mais que maintenant c'est fini, qu'il n'y a plus d'argent magique, en évitant de dire que ce sont les cadeaux fiscaux qui nous coûtent un pognon de dingue, ça fait qu'il devient impossible de proposer un contre-modèle. Et c'est exactement de cette manière que toutes les campagnes politiques sont menées. Comme quand Bruno Le Maire parle du programme du nouveau Front populaire lors des législatives. Voir que des partis politiques de gauche peuvent encore proposer un programme qui est aussi décalé par rapport à la réalité du monde, ça me consterne. La réalité économique. Encore une fois, l'argument de bon sens, de rationalité, opposé à une forme de magie. Le nouveau Front populaire propose effectivement d'augmenter les dépenses dans plusieurs secteurs, santé, éducation, mais aussi d'augmenter les recettes, notamment en taxant les plus hauts revenus et les profits, avec le retour d'un ISF amélioré, une taxe des super-profits, plus de progressivité sur l'impôt sur le revenu, une progressivité de l'impôt sur les revenus du capital, etc. Alors même qu'il n'était pas question dans le programme de financer les dépenses par de la dette, et alors même que le programme était soutenu par de nombreux économistes reconnus, c'est quand même, selon Bruno Le Maire, trop idéaliste. Impossible à mettre en place sans bouleverser l'ordre des choses et collapser l'économie française. Effondrement économique garanti également. Bon. Vous allez nous dire que des politiques qui critiquent le programme des opposants, c'est assez normal. Mais le problème, c'est pas la critique, ce sont les arguments utilisés. Le programme du NFP était très large et manquait parfois de précision, c'est vrai. La critique et le débat étaient possibles. Mais à la place, la stratégie de Bruno Le Maire et du gouvernement en général a juste été de ranger ce programme dans la boîte irréalisable, point, on n'en parle plus. On rentre dans la logique du « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Phrase souvent attribuée à Margaret Thatcher pour justifier sans débattre que sa politique à elle est non pas la meilleure, juste la seule possible. Dans le cas du gouvernement de Macron, c'est se placer comme le seul parti sérieux, de bon sens, contrairement aux autres, qui ne sont pas des alternatives viables du coup. Même le programme du NFP, qui n'est pas anticapitaliste mais juste keynésien, n'est pas envisageable. Et c'est surtout alarmant quand cette logique n'est plus uniquement portée par les politiques, mais se relaie toute seule de médias en plateau via des éditorialistes ou des pseudo-experts. Pendant la campagne, on n'a pas manqué d'émissions et d'articles pour nous présenter le programme du NFP comme inapplicable, nous menant droit vers la faillite ou bien carrément marxiste, sans vraiment se soucier de soulever des questions pertinentes pour faire avancer le débat.
Alors, pourquoi est-ce que ces hausses d'impôts massives n'empêchent pas les déficits ? Parce qu'il s'agit d'un fusil à un coup. Vous dégainez ce programme fiscal, vous n'avez plus de base fiscale l'année suivante. La phrase n'est pas très claire. J'imagine que Nicolas Bouzou veut dire que les augmentations d'impôts seraient telles que l'année suivante, tout le monde serait trop pauvre pour les payer à nouveau, ou bien peut-être que tous les riches partiraient de France. Dans les deux cas, c'est une affirmation débattable, présentée comme une réalité, et c'est peut-être devenu une réalité dans la tête des électeurs et électrices qui ont écouté cette émission en cherchant à s'informer. Et voilà, il n'y a pas d'alternative, pas plus qu'il y a d'argent magique, il n'y a qu'un seul bon sens, qu'une seule réalité envisageable. Les grands médias concentrés entre les mains de quelques milliardaires, qui profitent eux-mêmes des politiques actuelles, relaient le discours du bon sens. Et en faisant ça, ils participent au blocage de la moindre possibilité qui n'irait pas dans le sens de leur intérêt. Et en plus de bloquer les idées qu'ils n'aiment pas, ces milliardaires ont aussi le pouvoir de promouvoir celles qui les arrangent. On le voit lorsque Vincent Bolloré met son empire médiatique au service du RN, un parti qui rechignerait pas à défendre ses valeurs libérales et conservatrices catholiques, là, pour tenter de lui donner accès au pouvoir, en allant même jusqu'à orchestrer une tentative d'union entre RN et LR. Parce qu'on parle toujours de l'argent magique au niveau de l'État, de la dette, des banques. Mais avoir assez d'argent pour promouvoir les idées qui nous plaisent et éviter les alternatives, et donc d'influencer la politique d'un pays entier, ça, c'est un autre pouvoir magique de l'argent. Alors, malgré ce qu'on entend depuis des années, l'argent magique existe bel et bien. La Macronie l'utilise depuis le début de son mandat pour financer sa politique de cadeaux fiscaux aux plus riches, tout en niant l'existence même de la baguette magique qu'ils ont entre les mains. Keynes disait « Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons le financer ». Macron l'a adapté en « Tout ce que je veux faire, nous pouvons le financer ». Et sinon, il n'y a pas d'argent magique. C'est pratique, hein ? À force d'entendre que des baisses d'impôts sans contrepartie ont des effets positifs par eux-mêmes, alors que source, et qu'il est de bon sens de couper dans les dépenses publiques, dans ce contexte, débattre de l'utilisation de l'argent magique est devenu impossible. Et oui, parce qu'il va falloir commencer à investir des milliards pour faire face aux défis qui arrivent, comme le vieillissement de la population, la montée des idées d'extrême droite en Europe, et bien sûr, les crises environnementales qui se font déjà sentir en France. Pour ça, nous avons besoin de décider collectivement comment voulons-nous utiliser le pouvoir de l'argent. Quelle politique économique voulons-nous prioriser pour les prochaines années ? Mais pour ça, nous avons besoin d'un paysage médiatique à la hauteur, qui ne cherche pas à sécuriser les intérêts des quelques-uns les plus fortunés, mais qui puisse permettre un vrai débat démocratique informé. Alors l'inconvénient, c'est que nos vidéos plaisent pas vraiment aux milliardaires. On ne peut compter que sur vous, alors n'hésitez pas à soutenir des médias indépendants comme Blast, et nous, on se retrouve le mois prochain. La solution de bon sens, c'est Michel Barnier Premier ministre. C'est Michel Barnier, c'est la gauche qui gagne, c'est Michel Barnier Premier ministre. Ah ouais, rien que ça.